On ignore encore à quoi elles servaient. Leur fonction exacte reste un mystère pour les historiens. Depuis près de 200 ans, un objet romain repose dans les vitrines d'un musée, sous une étiquette qui reconnaît discrètement que sa nature est inconnue. Il s'agit d'une cage en bronze creuse à 12 faces, percée de trous circulaires de différentes tailles et ornée de 20 petits boutons aux angles. Plus de 130 d'entre eux ont été extraits du sol de l'ancienne frontière. Un dodécaèdre romain est remarquable et rare, car on n'en connaît guère plus de 100 exemplaires, et pas un seul mot écrit de Rome pour expliquer leur existence. Toutes les hypothèses se sont révélées fausses, toutes les théories se sont effondrées. Et voilà qu'un spécimen parfaitement conservé a été exhumé d'un sol scellé dans le Lincolnshire en Angleterre. Et ce que le laboratoire a découvert à l'intérieur est précisément la raison pour laquelle Rome a tenu cet objet secret. L'objet que Rome a refusé d'expliquer. Avant d'examiner ce qui a été découvert à l'intérieur de l'objet de Norton Disney, il est essentiel de comprendre pourquoi son enveloppe extérieure pose déjà un problème historique. L'Empire romain était obsédé par la documentation. Cette civilisation consignait absolument toutes les méthodes de construction des aqueducs, les spécifications techniques des routes militaires, les factures de céréales adressées aux légions frontalières, les poids et mesures utilisés dans chaque province, chaque outil, chaque arme, chaque objet domestique de valeur. Tout cela nous est parvenu grâce aux manuels techniques rédigés par des érudites tels que Vitruve et Pline l'Ancien. Si les Romains fabriquaient un objet, ils le décrivaient. Et pourtant, l'objet que nous appelons aujourd'hui le dodécaèdre romain est une véritable anomalie. Voici ce que personne ne mentionne lorsqu'il est exposé sous vitrine. Il ne s'agit pas d'un jouet grossier, ni d'une fonte défectueuse. Pour produire un polyèdre de bronze creux à 12 faces, un artisan de l'Antiquité devait maîtriser la technique de la cire perdue dans sa forme la plus aboutie. Ce procédé exigeait des températures de four extrêmement élevées, une connaissance approfondie de la métallurgie pour garantir une répartition homogène de l'alliage de bronze dans chaque recoin du moule, et une habileté exceptionnelle pour fixer de petites protubérances sphériques à chacun des 20 sommets où se rejoignent les faces pentagonales. Le coût du bronze, ajouté aux heures de travail spécialisées, rendait la production de chacun de ces objets particulièrement onéreuse. Plus de 130 exemplaires ont été découverts à travers l'Europe, et malgré ce nombre relativement important, aucun n'est identique à un autre. Leurs dimensions varient, le diamètre des 12 trous circulaires varie. Mais le plus étrange n'est pas cette variation physique, mais l'absence totale d'information. Imaginez ce que cela signifie. Aucun de ces précieux objets en bronze ne porte de numéro de marque de mesure, de symbole d'identification ou de poinçon de fabricant. Aucune inscription, aucune marque de propriétaire. Et sur toutes ces les fresques romaines qui nous sont parvenues, sur toutes les sculptures, dans tous les textes administratifs, tous les manuels militaires, tous les ouvrages philosophiques, toutes les lettres, tous les inventaires jamais retrouvés dans le monde romain, le dodécaèdre n'est jamais représenté. Il n'est jamais décrit. Il n'est jamais mentionné. Un objet aussi complexe, aussi coûteux et aussi exigeant techniquement n'aurait pu circuler à travers les provinces romaines pendant des générations sans instruction, sans normalisation, sans qu'un seul fonctionnaire n'en ait consigné l'existence par écrit. Dans un empire qui a posé sa marque sur chaque brique et chaque pièce de monnaie, l'absence totale d'écriture sur ces dodécaèdres ne peut être considérée comme un simple oubli. Il y a autre chose. La suppression délibérée de tous les indices techniques conjugués au refus de l'État romain de consigner ces objets dans les archives révèle une vérité que le récit historique officiel n'a jamais été prêt à admettre. Et c'est le spécimen intact exhumé d'un terrain scellé à Norton Disney qui a finalement rendu impossible de détourner le regard. La découverte qui a tout changé. Le silence des archives écrites n'est pas une simple négligence. Il semble s'agir d'une dissimulation délibérée. Et cela devient impossible à ignorer lorsqu'on examine précisément comment le dodécaèdre de Norton Disney a été découvert.
La plupart des objets métalliques romains sont découverts par des prospecteurs amateurs dans les champs, les lits de rivières, la terre remuée, mis au jour par les chats russes ou déplacés par des siècles d'inondations. L'objet découvert par Norton Disney était différent. Elle a été mise au jour par le Norton Disney History and Archaeology Group, une équipe de bénévoles locaux travaillant sous la supervision d'archéologues professionnels, et extraite du sol selon des protocoles stricts, profondément sous terre, à l'intérieur de ce que les chercheurs qualifient de contexte scellé. Un contexte scellé signifie que la couche de terre entourant l'objet est restée totalement intacte depuis son enfouissement jusqu'à son exhumation par l'équipe de fouilles. Aucune activité humaine ultérieure ne l'a perturbé. Aucun événement naturel ne l'a perturbé. Rien n'a bougé, ce qui signifie que le dodécaèdre n'a pas été laissé tomber par hasard par un soldat de passage. Il n'a pas été perdu par un artisan inattentif. Il a été placé dans le sol délibérément avec soin, accompagné de fragments de poterie et d'un petit nombre de pièces de monnaie anciennes. Puis il a été recouvert et laissé sur place. Et le pire, c'est que son état physique ne fait qu'aggraver le problème. Le dodécaèdre Norton Disney arbore une patine lisse presque impeccable. Il est parfaitement intact. Aucune fissure, aucune trace de fonte. Aucune usure, aucun dommage, aucun éclat sur les 20 petites protubérances à ses sommets. Les membres de l'équipe de fouilles ont décrit avoir manipulé un objet qui semblait avoir été fabriqué la veille. Dans l'Antiquité, le bronze était extrêmement précieux. Le bronze cassé ou obsolète était presque toujours fondu et refondu en armes, outils ou accessoires. Personne dans les provinces romaines n'aurait creusé une fosse profonde pour enterrer soigneusement un objet en bronze parfaitement fonctionnel, coûteux et réutilisable, à moins d'avoir une raison qui dépassait les considérations économiques de l'époque. Si le propriétaire l'avait caché à des voleurs ou à des envahisseurs, comme c'était souvent le cas pour les trésors monétaires, il aurait marqué l'emplacement et serait revenu une fois le danger passé. Mais le dodécaèdre est resté sous terre pendant près de 2 ans. La personne qui l'a enterré n'a soit jamais eu l'intention de le récupérer, soit n'en a jamais eu l'occasion. Réfléchissez à ce que cela signifie. Enfouir un objet en bronze finement ouvragé et parfaitement intact dans l'obscurité et l'y laisser pour toujours ne ressemble pas à un acte de conservation. Cela ressemble plutôt à un acte de destruction. Il semblerait que quelqu'un ait tenté de se débarrasser de quelque chose qui avait échappé à tout contrôle, ou de dissimuler un objet qui était peut-être strictement interdit par les lois de l'époque. Et la question que tout chercheur ayant examiné les biens retrouvés par Norton Disney a été contraint de se poser est celle que les Romains ont tout fait pour empêcher qu'on la pose. Interdit, pour quelle raison? Toutes les théories s'effondrent. Pour comprendre pourquoi quelqu'un enterrerait un tel objet puis l'effacerait de l'histoire, il faut se rendre à l'évidence. Toutes les explications pratiques avancées ces 2 derniers siècles ont échoué. Les chercheurs ont cherché désespérément une utilité à ces objets. Ils ont proposé que le dodécaèdre puisse servir de bougeoir d'outils pour tricoter des gants de poids standards pour les marchands, d'instruments de télémétrie pour l'artillerie romaine, d'instruments d'arpenteurs, etc. Cadrans solaires de poche, jouets, médaillons religieux, instruments de test de pièces de monnaie. Chacune de ces théories a été testée. Chacune s'est révélée fausse. Prenons l'exemple de la théorie du bougeoir. Elle a gagné en popularité grâce à la présence de traces de cire sur un petit nombre d'exemplaires. Or, sa conception contredit immédiatement sa fonction. Avec des trous ouverts sur toutes ses faces, il est impossible qu'il retienne la cire fondue. Plus accablante encore, aucune trace de suie n'est visible sur la surface intérieure. Aucune marque de brûlure sur le métal extérieur, ni aucune décoloration due à la chaleur. Tout cela aurait été inévitable si l'objet avait été utilisé régulièrement comme source de lumière. Des analyses ultérieures ont confirmé que les résidus de cire provenaient très probablement du sol environnant. La théorie de l'outil à tricoter s'effondre tout aussi rapidement. Des démonstrations modernes montrent qu'il est possible de passer du fil dans les protubérances pour créer de petits tubes. Or, le travail textile romain reposait sur une technique appelée liage à l'aiguille, qui utilise une seule aiguille et une pelote de fil.
Si le dodécaèdre avait été un outil à tricoter manuel utilisé quotidiennement, sa surface présenterait des traces d'usure évidentes. L'analyse microscopique ne révèle aucune abrasion sur les bords des trous, aucun polissage sur les protubérances, ni aucune microfibre de laine à l'intérieur des plus de 130 spécimens examinés. Et c'est là que cela devient étrange. Les théories du télémètre, de l'arpenteur et du test de pièces de monnaie échouent toutes pour la même raison fondamentale, la standardisation. Un télémètre nécessite un étalonnage précis, or deux dodécaèdres n'ont jamais des dimensions identiques. Les 12 trous d'un même objet présentent des variations sans rapport mathématique constant. Aucun repère d'alignement ni axe fixe n'y est présent. Les arpenteurs romains utilisaient déjà le groma, un instrument documenté doté de bras croisés et d'un fil à plomb, que l'on retrouve dans les écrits romains, dans l'art romain et sur les pierres tombales des arpenteurs. Le dodécaèdre n'apparaît nulle part ailleurs. Les stures de monnaies antiques disposaient de trous étalonnés d'un diamètre unique et connus correspondant aux pièces de monnaie standards de l'époque. Les 12 trous du dodécaèdre présentent des variations considérables et ne correspondent à aucun standard monétaire romain connu. L'hypothèse d'un cadran solaire de poche est erronée, car l'objet ne possède ni gnomon ni ligne horaire gravée, ni marquage susceptible de projeter ou de lire une ombre. Toutes les tentatives pour attribuer au dodécaèdre une fonction pratique dans la vie quotidienne ont échoué. Il ne peut contenir de liquide. Il ne peut mesurer de distance. Il ne supporte pas les contacts physiques répétés sans laisser de marque. Il est creux. Il est percé de trous. Il n'est pas standardisé. Elle ne porte aucune inscription. Pourtant, son coût élevé témoigne du temps et des ressources considérables investies par des artisans hautement qualifiés. Dès lors, si cette structure asymétrique, percée d'ouvertures, était dépourvue de toute utilité dans le monde mécanique des vivants, la question n'est plus de savoir à quoi elle servait, mais plutôt ce qu'elle ne devait pas toucher, la frontière cachée du monde romain. La réponse ne réside pas dans la forme de l'objet, mais dans l'endroit où il était dissimulé. En reportant sur une carte l'emplacement des plus de 130 dodécaèdres découverts, une régularité se dessine que les premiers chercheurs ont tout simplement refusé de voir. Et une fois qu'on la voit, on ne peut plus l'ignorer. Ces objets n'apparaissent jamais au cœur de Rome. Ils sont totalement absents de la péninsule italienne. On ne les trouve ni en Espagne, ni dans les riches provinces orientales comme l'Égypte ou la Syrie. Ils sont introuvables dans les principales villes productrices d'objets d'art. On ne les trouve ni dans les camps militaires centraux, ni dans les capitales provinciales. Tous les exemples connus se concentrent aux confins nord et nord-ouest de l'Empire romain, dans les régions correspondant à la Gaule, la Germanie et la Bretagne actuelle. Ces zones n'étaient pas le cœur intellectuel de la civilisation romaine, mais des zones frontalières, aux confins de la frontière. Les traditions celtiques, les croyances druidiques et les pratiques spirituelles autochtones continuaient de prospérer discrètement sous le couvert rigide du droit romain. La répartition géographique de ces objets ne se limite pas à une simple carte géographique. Il s'agit d'une carte de la frontière entre deux systèmes de pensée complètement différents. Et tenez-vous bien, le contexte précis de leur découverte au sein de ces régions est encore plus révélateur. Les dodécaèdres sont rarement découverts au cœur d'agglomérations romaines denses. On ne les trouve ni dans les villas ni dans les bourgs. Ils apparaissent près d'anciens cimetières de gués peu profonds de puits, de frontières naturelles séparant les villages des forêts profondes. Dans la logique spatiale des croyances antiques, notamment celtiques, les rivières et les tombes n'étaient pas des éléments ordinaires du paysage. C'étaient des espaces liminaux, des seuils, où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'estompait. C'étaient les lieux où les peuples pré-romains croyaient pouvoir entrer en contact avec l'au-delà. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire quelque chose directement. Cette chaîne a pour vocation de remettre en lumière les trésors oubliés de l'histoire. L'équipe de Norton Disney a exhumé un objet du sol anglais après 2 ans de silence délibéré.
Mais des milliers d'autres semblables sont encore enfouis sous terre, dorment dans les réserves des musées ou se cachent derrière des étiquettes qui dissimulent leur véritable nature. Si vous souhaitez découvrir davantage d'objets de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour nous indiquer quel objet vous aimeriez que nous exhumions ensuite. Chaque abonné contribue à briser le silence. Revenons-en à la frontière. Ce détail est directement lié au silence complet des archives administratives romaines. L'État romain documentait chaque outil mécanique avec une méticulosité extrême, mais il appliquait également des lois sévères contre les pratiques religieuses non autorisées. Des lois comme la Lex Cornelia criminalisaient les actes associés à la magie, à la divination et à la communication avec les morts et les punissaient parfois de mort. Les forces romaines ont mené des campagnes militaires pour éliminer les sacerdoces druidiques en Bretagne. La destruction du bastion druidique de l'île d'Anglesey au 1er siècle en est un exemple tristement célèbre. Dans ce contexte politique, plusieurs faits distincts convergent pour former un tableau d'ensemble. L'absence d'inscription, le manque d'usure, l'enfouissement délibéré dans des lieux associés à la mort. Le regroupement à la frontière nord, tout cela converge vers la même conclusion. Il ne s'agissait pas d'un outil du quotidien. C'était un objet sorti de sa cachette pour de brefs instants utilisé à des fins occultes dans l'obscurité, dans des espaces sacrés, puis aussitôt remis sous terre pour échapper à l'attention des autorités romaines. Une question demeure donc au fond de la tranchée. Que contenait cet objet digne de Norton Disney? Lorsque la terre s'est refermée sur lui pour la dernière fois, qu'a-t-on trouvé à l'intérieur? C'est là que l'histoire cesse d'être de l'archéologie pour entrer dans le domaine de la médecine légale. Après avoir été extrait de son contexte scellé, le dodécaèdre Norton Disney a été transféré dans un laboratoire pour y subir des analyses chimiques impossibles il y a une génération. Entre fin 2024 et début 2025, l'échantillon et plusieurs autres dodécaèdres bien conservés provenant de sites comparables ont été soumis à une spectrométrie de masse et à une analyse isotopique radiométrique. Ces travaux ont été menés en collaboration avec le groupe d'histoire et d'archéologie de Norton Disney et des institutions partenaires. L'équipe n'a pas examiné la surface externe, mais a exploré l'intérieur creux de l'échantillon afin d'en extraire des molécules organiques microscopiques restées piégées dans le métal poreux pendant près de 2 ans. Les analyses de laboratoire n'ont révélé ni résidus métalliques, ni fibres de laine, ni contamination ordinaire du sol. L'analyse des résidus a révélé la présence d'acide stéarique, une graisse animale altérée par la chaleur ainsi que de résine de pin et d'huile essentielle de lavande. 3 substances historiquement associées au combustible à la purification rituelle, aux fumées parfumées et aux produits d'embaumement utilisés lors des rites funéraires de l'âge du fer et dans le contexte romano-celtique. La présence de graisse animale brûlée indiquait que l'objet avait été exposé à une source de chaleur contrôlée à l'intérieur de son noyau creux. Quelque chose avait brûlé à l'intérieur du dodécaèdre. Mais les données les plus troublantes ont anéanti toute tentative de considérer l'objet comme inoffensif. Parmi les résidus de graisse brûlée se trouvaient de fortes concentrations de phosphate de calcium combinées à des microparticules de carbone. Des analyses isotopiques plus poussées ont révélé une origine unique, un os humain incinéré. Les traces osseuses ne résultaient pas d'une contamination récente. La signature isotopique correspondait à la composition chimique d'un tissu osseux, incinéré dans les conditions spécifiques typiques de l'âge du fer et du début de la période romaine. Le calcium avait fusionné avec les microparticules de carbone selon des motifs qui ne se forment que lorsque l'os est exposé à un feu prolongé en présence de graisse organique. Il ne s'agissait pas d'un objet enterré par hasard dans un cimetière et ayant subi une contamination passagère. Il s'agissait d'un objet utilisé délibérément et à plusieurs reprises pour brûler des mélanges contenant des restes humains. Les membres de l'équipe d'analyse ont publiquement décrit leur ressenti à la lecture des résultats de la chromatographie. Des décennies de théories minutieuses sur les poids, le tricot et les instruments militaires ont été réduits à néant par une simple série de mesures. Un membre de l'équipe aurait déclaré que manipuler l'objet sur le terrain était une chose, mais lire le rapport de laboratoire en était une autre.
Le dodécaèdre romain n'est pas un instrument de mesure. Ce n'est pas un simple objet décoratif. C'est un objet conçu pour contenir et brûler des restes humains. Ces preuves médico-légales contredisent frontalement tout ce que nous pensions savoir. Dans les traditions funéraires romaines et celtiques, les dépouilles des défunts étaient traitées avec un respect absolu. Après la crémation, les cendres et les fragments d'os étaient soigneusement recueillis et scellés dans des urnes en céramique ou en verre, hermétiquement fermées à l'abri du vent et de l'humidité. Préserver l'intégrité des restes était considéré comme essentiel pour l'au-delà. Or, le dodécaèdre contredit totalement ce principe. Il est ouvert sur toutes ses faces. 12 orifices mènent directement à son centre creux. Placer des cendres de la graisse animale et des résines aromatiques dans une telle structure n'offre aucune garantie de conservation. Un simple courant d'air suffirait à disperser tout son contenu. Cette conception n'a jamais été destinée à contenir ou à préserver le silence des défunts. Il a été conçu pour interagir avec son environnement. Il a été conçu pour laisser s'échapper des choses. Pourquoi quelqu'un placerait-il les restes d'un mort dans un objet précisément conçu pour laisser tout s'échapper? L'appareil qui libérait les morts. Cette contradiction ne commence à se résoudre que lorsqu'on cesse de considérer les ouvertures comme des défauts du récipient et qu'on les perçoit comme des éléments fonctionnels d'un système de circulation d'air. L'élément conceptuel final est apparu d'une source inattendue. Une tradition folklorique monastique, conservée dans un manuscrit latin du XIIe siècle. Dans un monastère européen isolé et longtemps considéré par la recherche comme une fantaisie médiévale, décrit un dispositif appelé sphère sacrée, percée de 12 faces et couronnée à ses extrémités, utilisé par les prêtres locaux pour entendre les voix de ceux qui dorment dans la pierre. Ce passage n'est pas une preuve définitive. Il ne provient pas d'une source romaine. Mais confronté aux résultats des expériences menées au laboratoire de Norton Disney et à la géométrie de l'objet lui-même, une nouvelle interprétation émerge. Difficile à réfuter. Voici ce que personne ne mentionne lorsque cet objet est exposé sous vitrine. Il ne s'agissait pas d'un simple réceptacle à cendres. Il fonctionnait comme une chambre de combustion spécialisée régulée par la circulation de l'air. La géométrie à 12 faces associées à des ouvertures de diamètre variable sur les faces opposées n'est pas le fruit du hasard. En termes de physique moderne, ce type de structure crée un système complexe de régulation des flux d'air. Lorsqu'un mélange de graisse animale combustible, de résine fumigène et de cendres humaines s'enflamme à l'intérieur du noyau creux, la géométrie contrôle le processus. Les ouvertures de tailles différentes régulent l'apport d'oxygène, entretenant ainsi la combustion dans la chambre. Simultanément, elle dirige la circulation de la chaleur des odeurs et surtout de la fumée. Lorsque l'air chaud chargé de particules de cendres microscopiques s'est forcé à travers les plus petites ouvertures supérieures, la pression augmente et accélère le flux, libérant la fumée sous forme de jet étroit et dirigé plutôt que d'un nuage informe. Et ce n'est pas tout. Les petites protubérances sphériques à chaque sommet surélèvent l'objet par rapport à la surface plane sur laquelle il repose, permettant ainsi à l'air de circuler continuellement par le bas. Ces protubérances n'ont jamais été de simples ornements, c'étaient des pattes. Elles faisaient partie du système respiratoire de l'objet. Placez maintenant cet appareil dans son environnement prévu, un espace rituel clos, une tente, une grotte. Une chambre funéraire scellée avec une unique ouverture basse pour la ventilation. Placez le dodécaèdre au centre. Enflammez le mélange à l'intérieur. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Ce qui se passe n'est pas un incendie ordinaire. La fumée issue de la combustion des restes humains, des graisses animales et des résines aromatiques ne se dispersait pas aléatoirement. Elle a été modelée par l'objet, canalisée à travers les 12 ouvertures projetées dans l'espace en motifs symétriques et sinueux accompagnés d'ombres pentagonales mouvantes projetées sur les murs par la flamme interne. Dans ce rituel, les morts n'étaient pas simplement honorés. Leurs restes étaient activement dispersés dans l'air inhalé par les vivants, respiré par les participants.
créant un état intense de connexion psychologique et spirituelle avec le défunt que le langage moderne qualifierait de rite nécromantique. Cet objet n'était pas conçu pour contenir les morts, mais pour les libérer dans l'environnement et dans les poumons des personnes présentes dans la pièce. Et si tel était son but, alors les artefacts discrètement exposés sous vitrine dans les musées d'Europe ne sont pas de simples curiosités. Ce sont des vestiges rituels. Et les institutions modernes qui les conservent le savent ou le soupçonnent depuis bien plus longtemps qu'elles ne l'ont admis. La vérité qu'elles ont tenté de dissimuler. Les implications de cette interprétation ont suscité une réaction discrète mais ferme au sein de la communauté du patrimoine. Face à des preuves chimiques qu'il était impossible d'ignorer, les systèmes d'archives et de musées modernes ont réagi avec hésitation. Et ce schéma reflète étrangement la manière dont les autorités romaines elles-mêmes semblent avoir agi. Elles se retirent, elles dissimulent. Suite à des rapports internes de 2025 confirmant la présence de résidus de phosphate de calcium et de traces microscopiques d'os humains brûlés à l'intérieur de plusieurs spécimens, bien conservés. Les musées locaux à travers l'Europe ont discrètement retiré leurs dodécaèdres de l'exposition publique sous la justification officielle d'une réévaluation des conditions de conservation. Ce type de réaction n'est pas sans précédent. Pendant des décennies, le British Museum a conservé son dodécaèdre en réserve, refusant de l'exposer au public jusqu'en 2014. Aux Pays-Bas, un musée national a longtemps étiqueté un spécimen comme un poids romain, malgré l'évidente incohérence géométrique avec tout système de poids romain standard. Cette étiquette permettait au musée d'éviter la tâche délicate d'expliquer un artefact qui ne s'inscrivait dans aucun cadre historique établi. Le malaise plus profond est d'ordre idéologique. Les récits historiques occidentaux ont longtemps présenté l'Empire romain comme le summum de la rationalité du droit et de la sophistication mécanique. Reconnaître que le dodécaèdre, façonné avec un savoir-faire métallurgique parmi les plus avancés de son époque, pourrait ne pas provenir du rationalisme romain, mais de traditions indigènes pré-romaines possédant une compréhension empirique précise de la circulation de l'air utilisée dans les rituels nécromantiques, ébranlerait cette image. Cela suggérerait que les cultures que l'Empire romain a rejetées comme primitives et barbares possédaient en réalité des formes de connaissances appliquées et de conceptions techniques que les Romains eux-mêmes ne comprenaient pas pleinement. Les anciens peuples des frontières avaient découvert au fil des siècles d'expérimentation comment utiliser la combustion contrôlée et la circulation géométrique de l'air pour produire un effet psychologique et spirituel spécifique lors des rites funéraires. Il s'agissait d'une véritable technologie dotée de ses propres règles internes. Et l'autorité romaine confrontée à ce savoir à la frontière nord n'a pas réagi en l'intégrant à son propre corpus scientifique, mais en le réprimant, en le criminalisant et en refusant de le consigner par écrit. L'objet que nous appelons aujourd'hui par politesse. Le dodécaèdre romain porte un nom ancré dans la géométrie et l'Empire, mais ces deux appellations ne sont que des masques. Elles dissimulent un passé façonné par le feu, par des rituels interdits et par les restes physiques des morts délibérément insufflés dans l'air par les vivants. Le fait que plus de 130 de ces objets aient survécu, dispersés le long de l'ancienne frontière, alors qu'aucun auteur romain n'a jamais admis leur existence, nous indique précisément quelle partie de l'histoire l'Empire voulait effacer. Et le spécimen intact extrait d'un sol scellé du Lincolnshire est celui qui a finalement rendu cet effacement impossible. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes de ceux qui recherchent une histoire qui ne soit pas figée dans le marbre. Abonnez-vous, activez les notifications et dites-moi en commentaire quel artefact vous aimeriez voir étudié ensuite. Il existe d'autres objets que les archives officielles refusent d'expliquer, et nous allons les trouver.